Josiane m'a demandé de réfléchir à la question de détoxification. Est-ce qu'il est possible de favoriser la détoxification? Je dois dire que jusqu'à il y a très peu de temps, je me suis pas tellement intéressé à cela. Je m'étais plutôt intéressé aux conseils à donner aux populations fragiles comme les femmes enceintes, les femmes qui voulaient enfanter, les femmes enceintes, les femmes et les jeunes enfants, quelles étaient les mesures pratiques qu'on pouvait leur donner pour diminuer leur exposition. C'est pas le sujet, mais j'en profite pour dire, ça c'est des conseils que les praticiens, on est tous des praticiens ici, peuvent donner. Et il y a maintenant des travaux, je montrerai juste une diapo à la fin, il y a maintenant des travaux qui montrent, je ne sais pas, par exemple, c'est pour les obstétriciens, il y a des travaux, des études longitudinales qui ont bien montré que si des femmes mangent bio avant et pendant la grossesse, les enfants sont moins obèses, font moins d'asthme, font moins d'allergies, font moins de résistance aux antibiotiques. C'est une étude multicentrique européenne qui a montré ça. Ça veut dire que les conseils simples qu'on est amené à donner, il ne faut pas croire que ça ne sert à rien. Ça peut diminuer l'exposition et il y a maintenant de plus en plus de travaux qui démontrent que de donner ces conseils comme manger bio, eh bien, il y a des travaux longitudinaux qui montrent que ça a amené une amélioration sur certaines pathologies. Donc, il ne faut pas se décourager. Bien sûr, on est tous à la recherche du produit miracle qui va vous détoxifier. Je vous signale, si vous allez sur les sites, sur Internet, sur les médecines traditionnelles, les médecines naturopathes, les médecines védiques, les médecines chinoises, et j'en passe, mais des fois basées sur des expériences très anciennes, vous avez des tas de plantes médicinales ou de produits ou de légumes très connus comme l'artichaut, comme la chlorophylle, on va en parler. Il y a une herbe, je ne sais pas si elle existe en Martinique chez vous, mais il y a une herbe méditerranéenne qu'on mange en salade et qui fait partie du régime crétois, qui est antioxydante et qui est aussi détoxifiante et hypocholestérémiante, c'est le pourpier. Ça existe ça en Martinique? Eh bien voilà, vous vouliez une herbe miracle pour vos patients? Eh bien, conseillez-leur de manger en salade du pourpier, c'est démontré, ça baisse les lipides dans le sang et ça baisse tout ce que transportent les lipides dans le sang, c'est-à-dire les pesticides et donc probablement, je veux essayer de vous le montrer, la chlordécone. Donc voilà, donc il ne faut pas cracher sur les médecines traditionnelles. On trouve dans les pays d'Afrique du Nord et dans les pays européens du bord de la Méditerranée la notion de pourpier détoxifiante depuis des décennies, voire des siècles. Et il y a des travaux scientifiques de pharmacologues, toxicologues qui ont montré qu'effectivement c'est efficace. C'était une introduction. Alors d'abord, je veux rappeler pour la chlordécone, pour les perturbateurs endocriniens, il y a deux types de perturbateurs endocriniens dont on a parlé ce matin, tous les intervenants. Vous avez des produits qui sont très lipophiles, qui sont donc ce qu'on appelle des produits organiques persistants, des POP. Les pesticides en font partie. Mais vous avez des produits qui sont beaucoup plus rapidement éliminés, comme le bisphénol A, les phtalates. Eux, ils sont peu persistants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les dose dans les urines et qu'on a une idée sur les 24 heures, mais pas sur l'exposition ancienne. Bon, je ne parlerai pas de cela. Je ne parlerai pas des produits qui sont éliminés très rapidement, comme le bisphénol A, les phtalates, des choses comme ça. Je parlerai donc des POP, la chlordécone bien sûr en fait partie. Ces produits sont une lipophilicité importante, ils sont persistants dans les milieux biologiques, ils se stockent, ça c'est le point important et c'est le point sur lequel un peu on a travaillé dans mon équipe, je vous montrerai, ils se stockent dans le tissu adipeux et ils sont relargués après amaigrissement.
Ça, c'est la notion que je peux amener d'après nos travaux, parce qu'en termes de détoxification, en dehors de ça, je n'ai pas travaillé personnellement là-dessus. Il s'accumule tout au long de la vie. Il passe bien sûr à travers le placenta et dans le lait maternel. Pourquoi ? Parce que le principal composé qui va nourrir le fœtus, c'est les acides gras, et qui va nourrir le nourrisson dans le lait, c'est les acides gras. Donc ces produits lipophiles passent bien sûr avec les lipides. Donc la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, vous la connaissez, et c'est pour ça que la chlordécone, vous la trouvez dans les poissons, vous la trouvez dans les laitages, vous la trouvez dans les viandes, vous la trouvez dans les légumes et les fruits, et vous allez retrouver dans la graisse des individus, et en particulier dans la graisse des femmes qui veulent avoir un enfant, des femmes qui sont enceintes ou des femmes qui allaitent. Ça, c'est le phénomène de bioaccumulation. Il n'a pas été démontré formellement pour la chlordécone. Là, c'est le PCB, c'est les bisphényles polychlorés qui sont interdits depuis 35 et 40 ans, qu'on a tous dans le sang. C'est comme le DDE que vous avez montré tout à l'heure. Il est interdit quand même depuis 40 ans, 35 ans aussi. On en a tous dans nos graisses. Et là, ce PCB, il a été mesuré dans le plancton au fond du lac Ontario et dans la graisse du cormoran. Et entre les crustacés, les petits poissons, les plus gros poissons et la graisse du cormoran, il y a un facteur multiplicatif en termes de concentration qui est de 25 millions. C'est-à-dire que dans la graisse du goéland là-haut, il y a 25 millions de fois plus de PCB que dans le plancton au fond du lac. C'est ce qu'on appelle le phénomène de bioamplification. Ça existe pour tous les pesticides, vraisemblablement pour la chlordécone. Alors, ça aussi pour vous rappeler, vous savez qu'en 2002 a lieu une première convention à Stockholm qui interdit 12 produits organiques persistants. The Dirty Dozen, vous savez comment on l'a traduit en français ? Les 12 salopards, bravo. Non, pourquoi ça fait ça ? Ah, pourquoi ça avançait tout seul ? Le souffle, j'ai soufflé dessus. Regardez, je voulais vous montrer sur la gauche que le Mirex faisait déjà partie des 12 salopards. Vous voyez, le DDT... et donc tout ça sont des pesticides, vous avez PCB, et tout ça interdit largement en 2002, qu'on a pour la plupart tous ces produits, comme vous le disiez tout à l'heure, comme nous on l'a retrouvé dans le lait maternel, dans le sang du cordon, dans les graisses de nos patients à Nice, on a trouvé tous ces produits. Donc le lindane, c'est pas étonnant qu'on en retrouve encore. Donc ils sont persistants, ils sont transportés par air et océan. Je n'ai pas voulu réintervenir dans votre petite discussion, mais chez les Inuits, vous trouvez tous ces produits. Comment ils sont arrivés là-bas, ces produits ? Ils sont arrivés par air. Ils ont été fixés sur des particules fines et ils ont été véhiculés par les nuages jusqu'à l'Arctique et jusqu'à la Grèce des phoques et des femmes inuites. Toxiques, perturbateurs, bioaccumulent, on l'a dit. Alors ça, c'est très important. Cette diapositive, EHP, elle vient d'une équipe qui est à la fois parisienne, des gens qui travaillent beaucoup sur ça, sur l'obésité, sur la graisse, sur les dioxines, les PCB. C'est l'équipe de Robert Barouki. Et travaille aussi avec des Américains, Madame Lameril. Et alors, ça, vous avez les POP, vous êtes exposés. Que va-t-il se passer ? On va le revoir, ces produits peuvent arriver dans le foie et ils vont être détoxifiés éventuellement dans le foie après oxydoréduction. Ils vont devenir hydrosolubles, ils vont être conjugués et ils vont être éventuellement éliminés dans les urines ou dans la bile. On va le revoir, ça.
Ah ben ça avance tout seul. Ah c'est terrible ça. C'est bizarre, hein. Il n'y a qu'avec moi, hein, vous avez remarqué. Il y a qu'avec moi. Ah, moi je suis pas parano, hein. Et franchement, ça se saurait, mais il n'y a qu'avec moi que ça se passe. Alors, oui, cette diapo est très importante parce que, en fait, si vous avez un certain apport, le foie, il est vite dépassé. Et en fait, c'est la graisse qui va récupérer ces produits. Vous savez, ces auteurs, et nous adhérons à cette théorie, il y a un certain nombre de gens qui pensent que le tissu graisseux, ça joue un rôle important. Pas seulement de provision d'acides gras chez la femme qui veut avoir un enfant, mais on pense que le tissu graisseux, c'est une façon de séquestrer les produits toxiques pour les exclure des organes qui sont sensibles, comme le cerveau, les poumons, etc. Donc finalement, je dirais même qu'un sujet obèse, il a plus de chances de bien détoxifier son sang parce qu'il a beaucoup de tissu graisseux. Et vous allez voir que quand il va maigrir, il va se poser des problèmes. Alors vous voyez que c'est récupéré dans le tissu graisseux, et à partir du tissu graisseux, très lentement, ça va diffuser de nouveau dans le sang. Et quand ça diffuse dans le sang, le foie va essayer un petit peu de détoxifier ce qui vient du tissu graisseux, mais il ne va pas réussir encore une fois à tout détoxifier, et ça va malheureusement aller dans le cerveau, dans les gonades, dans la prostate, dans le tissu périmammaire, périprostatique, dans les neurones qui sont très riches en graisse, et donc ça va avoir éventuellement un effet délétère. Donc voilà le devenir des produits organiques persistants. Normalement, c'est détoxifié dans le foie, mais le foie n'arrive pas en général à faire face, surtout de nos jours où il y a de plus en plus de ces produits. Ces produits vont être séquestrés dans la graisse, qui va libérer très lentement ces produits, qui vont être soit atteindre des organes qui ne devraient pas atteindre, soit de nouveau être détoxifiés par le foie ou de nouveau stockés dans le tissu graisseux. C'est pas vieux, 2017, hein. Tout ce cheminement n'est pas connu depuis très longtemps, en tout cas sur des bases scientifiques. Alors le parcours de détoxification classique, on le sait, c'est dans le foie. Vous avez ici, vous avez deux étapes importantes, qui est une étape des produits lipophiles qui sont en général, ça dépend si c'est fonction alcool, fonction cétone pour la chlordécone, qui va être, elle, réduite en alcool, mais si c'est seulement fonction alcool, ça va être oxydé, bon, peu importe, ça va être transformé dans une substance qui va pouvoir être conjuguée, glycuronoconjugué ou sulfoconjugué, devenir hydrosoluble et alors être soit éliminé par les reins dans les urines, soit éliminé via la production d'acide biliaire dans les selles. On va revoir le cycle entérohépatique dans une minute. Simplement, il faut vous montrer qu'il y a un certain nombre de produits connus qui aident à ces deux étapes. Et moi, il y en a un, on reverra, mais c'est vrai que toutes les médecines traditionnelles ou les médecines naturelles, etc., jouent pour essayer de supplémenter ou renforcer ces différents composants qui sont connus pour favoriser ces deux étapes. Je cherche le glutathion. Ah ben c'est parce que j'ai pas les lunettes, il est là. Ah ben voilà. Je ne voyais pas. Le glutathion est particulièrement important, hein, vous le savez. Beaucoup de ces produits sont à la fois antioxydants et favorisent une de ces deux étapes de détoxification. Vous savez pourquoi, et c'est important qu'ils soient antioxydants, parce que lors de la première étape, il y a production de produits de métabolites intermédiaires qui parfois sont plus toxiques, plus cancérogènes que
le produit initial. Je parle en particulier des œstrogènes. Les œstrogènes peuvent donner lieu à des métabolites intermédiaires qui sont éventuellement plus délétères sur le plan carcinologique que l'était la molécule initiale d'œstrogène. Voilà, on va arriver. Donc, le produit lipophile qui arrive au foie, oxydation, on obtient ROH qui va être conjugué dans un produit hydrophile et donc conjugué ROX, transporté, éliminé de différentes manières. Alors l'excrétion fécale. Composés non absorbés, ils sont assez rares. Excrétion biliaire, rôle majeur dans l'excrétion fécale. De nombreux métabolites sont éliminés dans la bile. Au niveau de l'intestin, 2 possibilités pour un produit de ce type éliminé par la bile. Soit effectivement, comme il est hydrosoluble, il va être éliminé dans les selles. Soit il y a des enzymes dans le tractus digestif qui va les déconjuguer et ils vont être réabsorbés au niveau de la muqueuse intestinale. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. La flore intestinale peut hydrolyser certains conjugués, permettant la réabsorption du composé au cours du cycle entéro-hépatique. Le cycle entéro-hépatique, il est là. Voilà, on en a parlé. On va avancer. Oui, ça n'amène rien de plus. C'est des beaux schémas. Et là, un travail qui a été fait, donc démonstration de devenir métabolique de la chlordécone chez l'homme. Élimination était hépatique, comme je viens de vous le montrer. La chlordécone, qui a une fonction cétone, est réduite en chlordécone-alcool par une chlordécone réductase, la fameuse dont je vous ai montré qu'il y avait un polymorphisme dans la population guadeloupéenne, mais certainement dans toutes les populations, excrétée dans la bile, puis glucurono-conjuguée, dans l'intestin, 2 possibilités, soit éliminée dans les selles sous forme conjuguée, soit déconjuguée et réabsorbée par la muqueuse intestinale. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ce cycle, dont la chlordécone? Parce que c'est au cours de ces étapes que des produits dits détoxifiants, entre guillemets, vont essayer d'agir. On va essayer d'agir sur ces étapes pour augmenter l'élimination d'un produit au départ lipophile, toxique, comme la chlordécone. Alors voilà la chlordécone qui est transformée donc en chlordécone alcool, qui est conjuguée. Là, pour vous rappeler la question de la susceptibilité génétique dans la détoxification, moi, quand on me parle de ça, je donne toujours l'exemple de l'alcool. L'alcool qu'on boit, le petit punch, vous savez très bien que moi j'ai des amis et des collègues, je suis professeur associé au Japon, des gens qui travaillent dans l'environnement. Quand ils viennent me voir à Nice, ils adorent les restaurants niçois, mais ils ne boivent pas une goutte d'alcool parce qu'ils ne supportent pas. Vous savez que les Japonais supportent beaucoup moins l'alcool que les Européens. Probablement, ils ont des polymorphismes au niveau des cytochromes P450 hépatiques qui leur fait exprimer ces enzymes de façon moindre que nous. Donc il y a des gens qui supportent beaucoup d'alcool, il y a des gens qui ne supportent pas une toute petite quantité. Probablement pour la chlordécone, pour les pesticides, c'est la même chose. Il y a des gens qui détoxifient plus ou moins facilement. Et tout le monde, dans un endroit et à un moment donné, et dans une population, est exposé de la même façon, plus ou moins, mais tout le monde ne réagit pas pareil parce qu'on a des facteurs de susceptibilité génétique, comme vous l'avez bien montré ce matin, la génétique et l'environnement, facteurs de susceptibilité, éventuellement à ce niveau de ces enzymes-là, et exposition environnementale. Alors là, toujours cette équipe parisienne avait montré en 2012 pour la dioxine et pour des PCB, quoi s'agissait-il? De personnes
obèses morbides, BMI 40 ou plus, opérés par chirurgie bariatrique, et ils montraient une augmentation de leur taux sanguin, de la dioxine et de certains PCB. À Nice, dans mon équipe, et avec la collaboration des chirurgiens bariatriques, nous avons voulu reprendre ce travail, et je me suis particulièrement intéressé aux femmes en âge de procréer, parce que j'avais une consultation de stérilité du couple, et j'avais beaucoup de femmes obèses auxquelles les obstétriciens ou les chirurgiens digestifs disaient « Madame, il faut absolument vous opérer ». D'abord, ça va améliorer votre ovulation et deuxièmement, ça va diminuer fortement les complications obstétricales. Vous aurez une plus belle cicatrice parce que vous serez moins obèse, etc., etc. Alors, on a voulu vérifier, voir ce qui se passe et on a, dans le cadre d'un PHRC, essayez de voir le relargage des polluants organiques persistants. On a dosé 38 composés POP au cours de la perte de poids massive pendant 1 an, induite par chirurgie bariatrique. Il y avait plusieurs types de chirurgie bariatrique, bypass, etc. Et on n'a pas trouvé de différence d'ailleurs en fonction des techniques chirurgicales. Ça aurait pu être le cas, mais on n'a pas trouvé. Donc dans le cadre, c'était une étude prospective longitudinale, 100 personnes, 73 femmes, 27 hommes. Parmi les 73 femmes, 53 femmes en âge de procréer qui voulaient avoir un enfant. Chirurgie sleeve ou bypass. On a étudié bien sûr l'évolution du poids et on a étudié à T0, 3 mois, 6 mois et 12 mois après chirurgie, on a dosé ces perturbateurs avec le laboratoire de Nantes, qui est le laboratoire de référence en France et en Europe sur les perturbateurs endocriniens, en particulier dans l'alimentation. C'est donc un laboratoire expert. Et on a dosé 4 groupes de POP, tous donc produits organiques persistants, parce que je voulais voir si toutes les familles réagissaient pareil. Et ça a été assez intéressant. On a dosé les pesticides organochlorés, les PCB, les retardateurs de flamme dont on a parlé ce matin, polybromés, et les substances polyfluorées alkylées que vous avez tous sur vos habits. C'est des imperméabilisants et anti-taches. Je veux juste vous faire remarquer, là, c'est un peu le thyroïdologue, parce que je suis un petit peu thyroïdologue, c'est qui vous fait remarquer quand même. Regardez, il y a du chlore, il y a du brome et il y a du fluor. Tout ça, c'est dans la classification de Mendeleïev, c'est dans la même colonne que l'iode. Donc tous ces produits peuvent remplacer, bloquer les hormones thyroïdiennes qui contiennent de l'iode. Tous ces produits sont perturbateurs thyroïdiens. C'est juste une parenthèse, mais je ne pouvais pas ne pas la faire parce que c'est quand même frappant. Et voilà ce qu'on a trouvé. Vous avez le fameux DDE là-haut, qui est le dérivé stable du DDT, interdit depuis 40 ans. On a trouvé dans tous nos patients, bien sûr comme vous l'avez trouvé, comme d'autres l'ont trouvé, mais surtout ce que je veux vous montrer, là on ne voit pas bien les couleurs, mais la courbe supérieure c'est les hommes, la courbe inférieure c'est les femmes, c'est la même chose chez les hommes et chez les femmes. Ils partaient d'un point un petit peu inférieur, mais ils ont perdu quand même 30%, ils ont perdu quand même en moyenne 30 kilos au cours des 12 mois. Et vous voyez que pour le DDE, les PCB, l'hexachlorobenzène, et j'arrive pas à lire, il faut que je mette les lunettes, là-bas c'est le transnanochlore. La plupart de ces produits ont doublé, c'est-à-dire que vous aviez plus de 100% à 130% d'augmentation entre avant la chirurgie et 1 an après la chirurgie. Je ne sais pas si vous imaginez, plus du double de ces produits sont retrouvés dans le sang. Il y a une seule famille qui n'a pas bougé. Ça, bien sûr, on voit le détail ici. La seule famille qui n'a pas bougé, c'est les perfluorés.
Or, les perfluorés, on sait qu'ils ne sont pas lipophiles. Ils sont hydrosolubles, ils sont persistants, mais ils ne sont pas très lipophiles. Tous les autres ont doublé et ont augmenté, ce qui nous a permis de conclure que les produits organiques persistants, quand ils étaient lipophiles, s'accumulaient dans la graisse. On a trouvé dans la graisse des produits interdits depuis 30 à 40 ans. Ça veut dire qu'ils se sont accumulés ou qui sont encore dans la chaîne alimentaire et qui s'accumulent dans la graisse. Deuxièmement, que ces produits sont relargués au moment de l'amaigrissement. Et on a pu montrer que le relargage est proportionnel au nombre de kilos perdus. Et on a pu donner pour chaque produit, pour 1 kilo perdu, quelle est l'augmentation du taux sanguin que vous allez avoir dans le sang. Ce papier, il est dans les imprimeries dans Environment International. Papier, donc, je dois, dans les jours qui viennent, relire les épreuves. Il va faire pas mal de bruit parce que je remets en question plusieurs choses. D'abord, il y a la recommandation pour la femme obèse qui veut avoir un enfant de absolument subir la chirurgie bariatrique avant d'envisager sa grossesse pour les raisons théoriques que je vous ai données. Je ne partage pas du tout cette opinion et j'ai même demandé à la fin de cet article que soient revues les recommandations données aux jeunes femmes obèses morbides en disant qu'il vaudrait mieux accepter une petite perte de poids, ce serait suffisant avant une grossesse, et d'envisager la chirurgie bariatrique après qu'elle ait un enfant. Et deuxième recommandation que j'ai donnée, en général, les obésologues, je les appelle comme ça, les gens qui travaillent, qu'ils soient chirurgiens ou endocrinologues avec les obèses morbides, disent aux jeunes femmes, au bout d'1 an, quand vous avez été opéré, vous pouvez avoir un enfant. Ils ne les mettent pas sous contraception, ça veut dire que ces femmes n'attendent pas 1 an, en général elles sont enceintes avant. Nous on pense qu'il faut attendre au moins 2 ans, que le poids se soit stabilisé, qu'elles aient un petit peu éliminé ces produits, qu'il n'y ait plus d'augmentation des taux dans le sang, parce que si elles sont enceintes, le fœtus, et si elles allaitent, le nourrisson va être inondé de ces produits qui doublent ou qui augmentent plus du double dans le sang après amaigrissement massif par chirurgie bariatrique. Mais si vous mettez une femme à jeun dans un régime de famine, vous obtiendrez un amaigrissement important et vous aurez le même relargage. C'est pas la chirurgie qui entraîne, le type de chirurgie qui entraîne ce relargage, c'est l'amaigrissement important et rapide, massif, hein. Ces femmes passent de 110 kilos à 70 kilos, à 75 kilos, hein, en moins d'1 an. C'est cet amaigrissement massif et rapide qui entraîne ce relargage de ces produits. Le foie est dépassé et ces produits n'arrivent pas à être éliminés. Mais le bon côté, c'est que ça m'a donné l'idée de proposer aux gens qui voulaient se détoxifier des petits amaigrissements successifs de façon très modérée. On avait eu cette idée en discutant dans notre équipe et en rédigeant la discussion. Et j'ai eu la chance, grâce toujours à cette invitation ici en faire la littérature, de trouver qu'un auteur avait, chez la souris, essayé de provoquer ces amaigrissements successifs et montrer que c'était beaucoup plus efficace dans l'élimination des produits, surtout quand il ajoutait des séquestrants des acides biliaires. Et c'est probablement ce que je vais vous proposer à la fin pour vous détoxifier de la chlordécone. Alors, ouais, mais oui, je voulais juste vous montrer cette diapo, parce que cette diapo, c'est la diapo la plus frappante de l'article. On a pris les 53 jeunes femmes en âge de procréer et on a fait la somme des PCB. On a dosé, nous, 28 congénères des PCB, il y en a 200. Et on a fait la somme, et on a fait surtout la somme de 6 PCB, qui en général sont les plus
élevés, on considère que c'est 50% de la somme totale. Donc, somme ces 6 PCB est particulièrement important. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près les seuls produits, les PCB. Il y a eu beaucoup de publications, puisque ce sont les plus anciens et qu'on en a tous dans la graisse, dans le sang, parce qu'ils persistent. C'est à peu près les seuls produits pour lesquels il y a eu un consensus au niveau international pour dire que la valeur sanguine critique de référence, surtout pour une femme qui veut avoir un enfant, elle est sur la ligne pointillée. Et quand vous voyez avant la chirurgie bariatrique, il y a quasiment que 2 femmes sur 50 qui dépassent ce taux, alors qu'on a 30% des femmes, plus de 30% des femmes qui, après 12 mois de chirurgie bariatrique, dépassent cette valeur critique de référence. Vous imaginez, si ces femmes vont être enceintes, eh bien, le fœtus va être inondé par des valeurs qui sont considérées être au-dessus de la valeur critique par rapport au risque de santé pour l'enfant. Voilà. Donc cette diapo est particulièrement importante dans ce travail qui va sortir dans PubMed dans les jours, à mon avis, ou dans les 15 jours qui viennent. Alors, peut-on accélérer la détoxification? C'est la question qui m'était posée par Josiane. On peut penser que c'est intéressant quand il y a une exposition élevée, aiguë, chez des sujets à risque, la jeune femme, par exemple, des périodes de susceptibilité préconceptionnelle, la grossesse, l'allaitement, enfant en bas âge, cancer de la prostate connu. Je vous ai dit ce matin que maintenant c'est bien montré pour le cancer de la prostate, mais c'est montré aussi pour le cancer du sein, qu'une fois le cancer diagnostiqué est opéré, le taux de pesticides trouvés dans le tissu graisseux est un facteur pronostic de la récidive et des métastases. Ça a été bien montré pour ces 2 cancers. Donc ça veut dire que c'est important chez ces sujets de faire en sorte soit de les détoxifier, soit au moins de leur donner des conseils pour qu'ils soient un peu moins exposés dans la période qui va suivre. L'idéal, c'est peut-être de faire les 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme produit ? On a surtout les séquestrants des acides biliaires. C'est pour eux qu'il y a le plus de travaux scientifiques, soit chez l'animal, soit chez l'humain, et en particulier mes amis japonais, là de l'université de Chiba, avec qui je travaille, ont beaucoup travaillé sur la cholestimide, qui est la même chose que notre cholestéramide. Vous avez dû connaître ça, c'est ce qui est commercialisé sous le nom de Questran. C'était très utilisé dans les hypercholestérolémies, mais comme au long cours, c'est pas très bien supporté parce que ça donne un peu des ballonnements, un peu des petits troubles digestifs, et qu'il y a des produits beaucoup plus efficaces aujourd'hui pour diminuer le cholestérol. Les endocrinologues ne le prescrivent plus tellement dans les hypercholestérolémies, mais c'est bien connu et il est toujours accessible et toujours commercialisé. Vous avez des lipides non absorbables, c'est des graisses dites végétales non absorbables. Il y a des chips qui sont faites aux États-Unis avec ces graisses, et non seulement vous avez l'impression de manger de quelque chose de gras, mais la graisse n'est pas absorbée, mais on va y venir tout à l'heure, mais deuxièmement, ça bloque aussi les autres produits lipophiles, dont éventuellement des produits organiques persistants, et ça diminue leur réabsorption dans le cycle, et ça accélère leur élimination dans les selles. Vous avez des inhibiteurs de la lipase. Vous avez peut-être connu un médicament qu'on donnait en France, donc en Martinique, chez les obèses, c'était Orlistat. C'est un inhibiteur de la lipase pancréatique. Vous mangez des graisses, mais ils ne vont pas être absorbés. Vous allez les retrouver dans les selles. Ce n'est pas très, très agréable quand vous prenez ce médicament. Vous avez des selles un peu graisseuses, mais ça vous permet de manger des graisses, de vous faire plaisir, mais pas de les absorber. Donc, si vous avez une dyslipidémie, ça peut être intéressant. Je ne pense pas que c'est un produit qui a beaucoup d'avenir au long cours, parce qu'il n'était pas très, très, très bien supporté.
Vous avez des antioxydants détoxifiants comme le glutathion, les plantes traditionnelles, je vous ai parlé du pourpier, je vous parlerai d'autres plantes. Vous avez l'amaigrissement contrôlé qu'on a évoqué. On va voir ça un petit peu en détail et j'accélère. Les séquestrants, les voilà. Les acides biliaires oxydent le cholestérol dans le foie, ils facilitent la réabsorption intestinale des lipides. Les séquestrants des acides biliaires lient les acides biliaires et empêchent leur réabsorption intestinale. Ce sont en général des résines échangeuses d'ions, anion-chlore, excrétées dans les selles avec des acides biliaires. Et le chef de file, c'est la cholestéramine, le questran. La cholestimide, c'est une molécule très proche. Et il y a deux molécules, mais je ne crois pas qu'elles soient commercialisées en France, cholestipol, cholésévélam. Qu'est-ce qui se passe ici, voilà, avec la cholestimide pour la dioxine et les PCB, c'est des travaux japonais. Et voilà, chez nos amis japonais, voilà les taux de dioxine sanguine avant traitement et 6 mois après traitement sous cholestimide, qui est très proche du questran. Et voilà la même chose pour les PCB. Alors moi je leur ai dit, mais c'est formidable votre histoire, vous donnez ça donc à toutes les japonaises. Le problème, c'est que vous savez que 80% de l'alimentation japonaise en termes de protéines, c'est du poisson. Le problème, c'est que les poissons sont bourrés de PCB et de dioxine et que chez ces patientes, une fois qu'elles ont arrêté l'utilisation de la cholestimide, elles ont repris leur alimentation normale et 3 mois après, elles avaient repris leur taux. Donc ça n'est possible que si vous associez à des mesures diététiques et à des changements alimentaires, ce qui est quand même très très difficile. On mange très très peu de viande au Japon. Hein. C'est vraiment une alimentation très très basée sur le poisson et quasiment tous leurs poissons sont bourrés de dioxine et de PCB. Alors voilà la cholestéramine que nous on connaît mieux, le questran. Et voilà. C'est quand même incroyable. Hein. J'ai trouvé le premier papier. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? C'est un papier de 1978, pas dans n'importe quel journal. New England Journal of Medicine. J'en revenais pas quand j'ai trouvé ce papier. Ce papier, c'est après l'intoxication en chlordécone à l'usine de Hopewell en Virginie, on a utilisé la cholestéramine et les gens ont montré une nette accélération de l'excrétion fécale de la chlordécone quand les gens avaient pris de la cholestéramine. Et donc, il permet d'accélérer probablement l'élimination d'autres produits organiques persistants. Voilà chez patient après patient, en gris avec cholestéramine et en blanc sans cholestéramine, c'est l'élimination fécale. Ça, c'est le même travail qui montre les taux de chlordécone chez des patients non traités et chez des patients traités. Chez des patients avant et après traitement, vous voyez que à gauche, et chez des patients qui prennent un placebo ou qui ne sont pas traités à droite, c'est indiscutable, c'est efficace. Il n'y a pas de problème, c'est efficace. 1978. Vous le saviez, ça? Vous connaissiez? Oui, on en avait parlé. Les autres, vous connaissiez ce... Alors, la chlorophylle, dérivée d'une algue qui s'appelle la chlorella. La chlorella, c'est vendu comme complément alimentaire hein, par des tas de laboratoires. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Hein. C'est tiré d'une algue. Eh bien, c'est pareil. Là, on a montré comment l'excrétion de la dioxine est accélérée et ça joue comme la cholestéramine. Hein. En fait, tout ce qui est à base de chlorophylle, tous les légumes verts ont un effet qui accentue cette excrétion, déjà. Voilà donc la chlorella.
Et là, il y a un travail dans EHP 2001 où on montre la chlorella qui accélère, inhibe l'absorption de dioxine dans le cycle entéro-hépatique, qui accélère donc son excrétion chez le rat. Donc ça, c'est facile. Hein. Soit vous prenez la chlorella, c'est facile, ça coûte pas cher, tout le monde peut acheter ça. Soit vous pensez à des choses qui sont riches en chlorophylle. La chlorophylle en soi a cet effet détoxifiant. Voilà les légumes verts, c'est les Japonais. Alors je vais vous dire qu'il y a des légumes verts que je ne connais pas, qui doivent être des légumes verts utilisés au Japon, mais j'ai reconnu un certain nombre de légumes. Il m'a semblé voir du chou, des artichauts, des choses comme ça. Et là, vous voyez, on a étudié en fonction de ces légumes leur capacité à augmenter l'excrétion fécale en dioxine. Et donc, il y a des légumes verts qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. C'est un travail japonais très sérieux qui a étudié donc ces différents légumes. Le pourpier, on en a parlé, hein, plante méditerranéenne, régime crétois, antioxydant connu, hypocholestérolémiant, détoxifiant, qui joue comme séquestrant des acides biliaires de la même façon. Ça, c'est intéressant. C'est un travail japonais, toujours de l'équipe là, de Shiba, qui ont montré comment, en fonction du mode de cuisson du poisson, il y avait une élimination plus ou moins, une destruction plus ou moins importante du DDT ou de ses dérivés et des PCB contenus dans le poisson. Et voyons que bien sûr que c'est bouilli, que c'est le plus efficace, frit un peu au micro-ondes, curieusement, et plus que rôti, grillé ou en vapeur. Assez intéressant, selon le mode de cuisson, la destruction donc de ces produits organiques persistants que sont le DDT et les PCB. Alors là, c'est le travail dont je vous parlais, qui est fait chez la souris. C'est l'hexachlorobenzène. Je vais remettre les lunettes. Et on regarde, qu'est-ce qu'on fait? On gave les animaux d'HCB et on regarde en fonction de l'évolution du poids. La courbe qui monte, c'est ils ont une alimentation libre, ad libidum. Donc ils augmentent de poids et ils augmentent aussi leur HCB. Et puis on les fait maigrir, soit brutalement et très fortement, soit un tout petit peu, on le remet au régime libre et on les fait remaigrir. Eh bien c'est dans le schéma petit amaigrissement, régime libre, petit amaigrissement, régime libre, qu'ils ont constaté qu'il y avait la plus forte élimination de l'hexachlorobenzène, qui est un produit organique persistant, lipophile, de type pesticide, comme les pesticides. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est une base scientifique à cette intuition qu'on avait eue et cette proposition qu'on voulait faire aux gens qui voulaient se détoxifier, c'est-à-dire de faire des petites séances de peut-être moins d'un mois de régime amaigrissant doux, avec un séquestrant des acides biliaires comme le questran ou la chlorella, et puis reprendre un régime normal, puis refaire une petite cure d'amaigrissement. Surtout pas une cure d'amaigrissement sévère et prolongée, puisque vous voyez que ça n'a pas donné de bons résultats. Donc ça, c'est une base intéressante. C'est un travail qui a été publié par une équipe qui a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà. Et là, vous avez l'élimination de l'hexachlorobenzène. Il fallait que je vous montre cette diapo. Et là où on a la plus forte réduction, vous voyez, c'est 0,071. C'est dans ce fameux régime par petite cure d'amaigrissement alternée, alors que lorsqu'on a une très fort amaigrissement, on n'a pas du tout ce même type d'élimination. Pourquoi?
je vous l'ai montré tout à l'heure par notre travail après chirurgie bariatrique. Probablement cet amaigrissement important relargue du tissu adipeux à forte dose le produit dans le sang, que le foie est dépassé et que ce produit va se retourner dans le tissu adipeux, va se mettre dans le cerveau, dans d'autres organes riches en cellules adipeuses et en graisse. Voilà, moi je crois que je vous ai montré les choses les plus importantes. Ça, c'est toujours le même travail qui montre l'excrétion fécale de l'hexachlorobenzène. L'olestra, c'est cette fameuse graisse végétale qui n'est pas réabsorbée, mais je ne crois pas qu'en France, elle soit utilisée. Je ne l'ai pas retrouvée, c'est aux États-Unis, mais c'est intéressant. Ça, c'est des produits que vous pouvez trouver, des compléments alimentaires que vous pouvez trouver facilement. Et alors, ça, c'est intéressant. Vous avez le coriandre, le curcuma, qui sont connus. Il y a des travaux qui ont montré que ça aidait à éliminer des produits lipophiles toxiques. Vous avez le glutathion qui est connu, vous avez vu comme il participe à la première étape de détoxification. Vous avez alors la zéolite, c'est une espèce de silice qui est surtout intéressante pour détoxifier les métaux lourds. Ça a été démontré dans des travaux et qui est antioxydante. Voilà. Donc, dans ce produit de détoxification, ils sont appuyés sur des publications scientifiques et ils ont mis ces produits. Le problème, c'est que ce produit, je leur ai dit que c'était très intéressant, mais il faut maintenant qu'on fasse une étude scientifique pour montrer qu'avant et après prise d'1 mois ou 3 mois de ce produit, on ait vraiment une diminution importante et réelle de produits organiques persistants. Mais on va essayer de mener cette étude peut-être à Nice avec ce laboratoire qui vend ce complément. Voilà. Bien sûr, simplement, cette diapo, je vous l'ai mise, qu'il n'est pas envisageable de dire à quelqu'un de prendre quelque chose qui accélère la détoxification sans lui donner des mesures simples pour réduire son exposition dans les mois qui viennent. Sinon, ça ne sert à rien. C'est comme les Japonaises qui vont se détoxifier 3 mois avec la cholestimide et qui remangent du poisson bourré de DDE ou de PCB. Donc il faut donner bien sûr des conseils. Je voudrais vous montrer ça. Parmi les produits, vous avez l'acide folique. Je vais vous montrer cette diapo et je terminerai là-dessus. J'ai terminé. L'acide folique, vitamine B9. Qui fait partie des produits d'ailleurs qui aident la détoxification. Je vous signale que l'acide folique, c'est un produit qui participe à la méthylation, déméthylation des gènes. On a montré depuis longtemps qu'une femme qui veut avoir un enfant qui en manque, l'enfant fait plus souvent une non-fermeture du tube neural, un spina bifida. Mais ce qui a été montré aux États-Unis, en Californie, dans les zones arboricoles, où les ouvrières agricoles habitent sur place, très proche des champs, des zones arboricoles, on a montré qu'elles faisaient beaucoup plus les enfants faisaient beaucoup plus d'autisme et d'hyperactivité, d'autant plus que leur sang, en certains pesticides, en particulier les organophosphates, étaient élevés dans leur sang. Et ce qu'on a montré, si elles prenaient de l'acide folique et si elles prenaient une dose relativement élevée d'acide folique, eh bien on neutralisait complètement ce risque majoré que leur enfant devienne présente des troubles neurocomportementaux, neurodéveloppementaux, lorsqu'elles sont exposées à ces pesticides qui ont cet effet. Donc ça veut dire que l'acide folique est très intéressante. Alors, simplement pour attirer votre attention, c'est très beau de dire ça, c'est très beau de donner des conseils aux femmes. Voilà l'étude 2018
en France les femmes enceintes qui ont pris de l'acide folique. L'acide folique est importante pour avoir ce rôle sur le développement du cerveau dans surtout les 3-4 premiers mois de la grossesse. Dans une étude 2016, enquête française, 25% des femmes qui ont eu un enfant déclarent avoir pris de l'acide folique dans leur grossesse. Mais attendez, vous allez me dire, ça fait quand même un quart, ça fait pas beaucoup. Hein. Parmi ces 25%, la moitié déclarent avoir commencé l'acide folique lorsqu'elles ont eu le premier rendez-vous chez leur gynécologue obstétricien, c'est-à-dire à 3 mois révolus. Ça veut dire que 12% des femmes françaises en 2016 ont pris de l'acide folique avant ou au début de leur grossesse, alors que c'est connu depuis plus de 10 ans que ça diminue les malformations neurologiques et ça diminue les troubles neurocomportementaux associés à l'exposition aux pesticides. Vous voyez, c'est bien beau de donner des recommandations. Ça, c'est une recommandation officielle de l'ANSES. Combien de femmes en France prennent de l'acide folique au début de leur grossesse? Eh bien, en 2016, 12%. Ça fait réfléchir. Je pense que j'ai à peu près terminé. Peut-on accélérer cette dernière? Oui, par un certain nombre de produits, surtout les séquestrants, éventuellement des lipides non absorbables, des antioxydants détoxifiants naturels, et par un amaigrissement contrôlé. Il y a probablement ces méthodes. Il faut encore des travaux scientifiques qui nous disent quel est le meilleur moyen de combiner ces différents méthodes et peut-être des schémas différents selon les produits et peut-être des schémas différents pour la chlordécone, par exemple. Voilà. Je vous remercie.